Parfait. Alors, bonjour à tous et bienvenue à cette deuxième journée d'événements des dialogues pour la biodiversité. On est très content de vous avoir avec nous aujourd'hui. Avant toute chose, même si cet événement est virtuel, il est important de reconnaître d'où nous rejoignons cet appel. Que vous soyez à Cali ou à Jojage, je vous invite à consulter cette carte que je vais mettre en clavardage pour vous en apprendre plus sur là où les nations gardiennes du territoire et des eaux où vous vous trouvez. Avant de débuter ce débriefage, je veux juste rapidement remercier nos commanditaires et les organismes partenaires des dialogues pour la biodiversité qui ont permis l'organisation de ce bel événement. Les dialogues pour la biodiversité, ce sont 4 jours de rencontres intersectorielles, gratuites et en ligne, tenues par la société civile pour démocratiser la 16e conférence des Nations unies sur la biodiversité, connue sous le nom de CDP16 ou COP16 en anglais. Les dialogues offrent une plateforme vraiment propice aux échanges et à l'apprentissage par rapport aux sujets relatifs au CDP, particulièrement la défense et la protection de la biodiversité. Pour voir l'ensemble des événements tenus dans le cadre des dialogues pour la biodiversité, je vais vous inviter à aller visiter notre site web et aussi nos pages Facebook et LinkedIn pour pouvoir vous inscrire aux événements de la semaine prochaine. Pour cet événement, vous pouvez voir qu'il est enregistré afin de permettre les personnes qui ne puissent pas se connecter en ce moment de le regarder en rattrapage. Ça va être publié sur la chaîne YouTube du projet La Réalité climatique Canada. Et finalement, comme c'est un débriefage et on a la chance d'avoir 2 collègues formidables qui sont en direct à Cali, je vais vous inviter à mettre vos questions, vos commentaires dans le chat pour qu'on puisse avoir une discussion et Laura et Martine vont pouvoir répondre à vos questions. Donc, sans plus tarder, je vais vous présenter nos 2 collègues en direct de Cali. Martine Portocarrero Incio, qui est chargée de programme Environnement, Jeunesse et Sécurité à l'Association québécoise des organismes de coopération internationale, la COSI, et Laura Fekino, analyste politique pour les ateliers pour la biodiversité et auxiliaire de recherche au pôle intégré de recherche environnement, santé et société de l'Université de Sherbrooke. Donc, bienvenue, merci d'être avec nous aujourd'hui. Je vous laisse la parole pour nous parler de votre expérience à la CDP et la présence du Québec à Cali. Ouais, ben, merci beaucoup, Agathe. Et merci beaucoup tout le monde d'être là. On est vraiment très, très content de partager un peu quelques éléments, quelques faits saillants avec vous. Donc, c'est sûr, nous, on a préparé un peu notre intervention. On va d'abord partager avec vous, si vous êtes d'accord, un peu quelques informations. Ça fait 3 jours que nous, on est ici. Donc, vous partagez un peu nos premières impressions. Après, là, tout à l'heure, il y a quelques heures seulement, il y a eu un événement ici organisé par les SNAP Québec. Donc, on va pouvoir partager aussi quelques faits saillants. Demain, il va y avoir la Journée Québec. Et donc, on va vous présenter aussi un peu comme la programmation. Et finalement, là, ça va être aussi très, très intéressant, n'est-ce pas, Laura? On va partager avec vous aussi comme quelques faits saillants des négociations. On va prendre le temps tantôt parce que vraiment, là, on a hâte de parler sur ce point-là parce qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses qui se passent ici quand on parle de négociations. Mais comme je disais tout à l'heure, ça fait quelques jours, on est arrivé lundi soir. Je suis perdu dans le temps. Ça fait 3 jours. Oui, OK, lundi soir. Je pense qu'on est mercredi. Jeudi. Jeudi, merci, voilà. Donc, ça fait quelques jours qu'on est ici. C'est sûr que c'est quand même très impressionnant. Dès qu'on est arrivé, dès qu'on était dans l'aéroport, on voyait que tout était mobilisé autour de la COP 16. Taxi, on est arrivé dans la ville, dans l'hôtel. Vraiment, là, on voit que la ville est complètement mobilisée pour la COP 16. Et justement, j'ai lisais il y a quelques jours que dans un sondage publié dans un journal ici en Colombie, il disait que près de 65% de la population en Colombie est au courant qu'il y a une COP qui se passe ici au Cali. Donc ça, c'est quand même très, très intéressant et je pense qu'on a pu le constater euh, pendant ces 3, 4 jours qu'on est ici. Et on le voit ici aussi sur les lieux. D'ailleurs, la COP 15, celle qui a eu lieu il y a 10 ans à Montréal, on parlait qu'il y avait eu une participation d'autour de 15 000 personnes. Là maintenant, apparemment, la COP 16 ici à Cali, ça dépasse les 15 000. Donc, on parle que c'est la COP en termes de participation la plus grande de l'histoire. Donc, c'est quand même quelque chose de très intéressant. Et c'est sûr aussi, et on l'avait vu quand on était au Québec, dans les médias au Québec, au Canada, on parle beaucoup de la COP et aussi beaucoup des enjeux de sécurité. C'est vrai, mais ce qui est intéressant et quelque chose à remarquer et mettre l'accent, c'est que si il y a une mobilisation très vaste de la police, de l'armée, la sécurité des Nations Unies, donc vraiment, tant sur les lieux de la COP comme à l'extérieur dans la ville. Donc, quand même,
en tout cas, mon impression, c'est que la Colombie prend ça de façon très, très au sérieux. De toute façon, ça reste à voir parce que leur prévision, c'était, ils s'attendaient, je pense, comme 12 000 personnes pour cette COP-là. Là, on parle de plus de 15 000, 16 000, 17 000 personnes. Donc, leur protocole de sécurité était prévu pour 12 000. Là, on a dépassé ça, donc ça reste à voir. Mais pour l'instant, vraiment, ça se passe très, très, très bien. Et une chose, là maintenant, on plonge tranquillement pas vite vers la COP. Donc, une chose qui est très, très intéressante de ces COP-là, c'est qu'ici, on parle, on dit en espagnol que c'est la COP de la gente, c'est-à-dire la COP des gens, la COP des peuples. Donc, qu'est-ce que ça veut dire là? C'est qu'en fait, la Colombie, la présidence en charge de la COP 16, a fait vraiment beaucoup de travail pour impliquer, mobiliser la société civile. Et quand je parle de société civile, on peut parler des groupes de femmes, des groupes de gens, des groupes autochtones, des agriculteurs, des paysans. Bref, on voit vraiment une mobilisation des peuples et de la société civile très, très fort. Et dans la zone verte, on n'a pas encore allé, nous, il faut le dire, mais là, tantôt, après l'appel, on va aller justement à la zone verte. Mais tout le monde nous dit que la zone verte est vraiment impressionnante, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup, beaucoup d'activités. Donc, ça, c'est une particularité. Je pense que c'est quelque chose quand même à retenir parce que ce n'était pas tout à fait le cas dans les autres COP. Et quand je parle des COP, je parle notamment des COP climat, COP biodiversité. La zone verte, c'est-à-dire la zone où il y a des activités non officielles. Normalement, c'est une zone qui est un peu comme oubliée, qui est mise un peu à côté. La zone verte, en fait, ça ne prend pas d'accréditation Exact. pour rentrer, donc c'est plus facile pour la société civile locale aussi de rentrer dans la zone verte. Alors que ben, dans la zone bleue, ça prend absolument une accréditation. Donc, les gens qui ont une accréditation, en général, du moins dans les cas passés, avaient vraiment tendance à rester dans la zone bleue, pas tant dans la zone verte. Mais là, c'est pareil, il y a vraiment une très grosse zone verte. Il y a énormément de monde là, qui ont des accréditations, qui vont quand même une couple de fois au courant des COP. Chose que, du moins, moi, mon expérience, du moins, ça fait, là, c'est ma troisième COP, j'ai pas vu autant de monde qui allait à la zone verte là, auparavant. Fait que c'est quand même un bon pas, là, disons, de fait par rapport à faire en sorte que ça peut-être un peu plus la COP des gens, là, disons. Donc, Mais en plus, et avant de passer au prochain point, mais en plus, la particularité aussi, c'est qu'apparemment, les échanges, les discussions qui se font et les propositions de la zone verte, ces propositions-là qui mènent dans la zone verte vont être passées, transférées vers la zone bleue, c'est-à-dire les négociations qui se font ici dans la zone bleue, dans la zone officielle, ils vont recevoir quand même des informations, des propositions clés qui ont émané dans la zone verte. Donc, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un lien direct, évident entre la zone verte, la zone un petit peu plus ouverte pour tout le monde et la zone bleue où il y a les négociations. c'est le pari de la présidence, par contre. Donc, ça reste à voir comment est-ce que ça va se mettre en œuvre, parce qu'on vous en parlera tout à l'heure. Mais c'est dans les négociations, c'est difficile quand même. Là. Il y a des. Évidemment, on ne parle pas de décroissance, là, par exemple, ou des choses comme ça dans les négociations et tout. Mais par contre, c'est quelque chose que je m'en doute, on en parle dans la zone verte. Donc, ça reste à voir comment est-ce que les sujets vont passer quand même à la zone bleue. Mais bon, on est juste au quatrième, troisième, je ne sais plus les jours. Début de COP, donc il reste quand même un petit peu de temps pour voir comment ça peut sortir. Donc, c'est ça. Puis sinon, ben, nous, ici, dans la zone bleue, en ce moment où on est, il y a aussi la place Québec. C'est un endroit qui est un peu plus ouvert. Ça s'appelle comme ça, mais il y a plein de petits, je ne veux pas dire des cubicules, là, mais des espaces, là, disons, pour différents regroupements. Donc, un pour les gouvernements infranationaux, dont le Québec. Donc, là-dedans, il va y avoir plusieurs événements, là, notamment demain. Vu que demain, c'est la journée thématique Québec. Évidemment, pas dans la COP complet, là. Il n'y a pas une journée thématique juste pour le Québec dans la COP au complet, mais pour le gouvernement de Québec, c'est vraiment cette journée-là qu'il va y avoir plusieurs événements de la société civile également. Donc, on vous apporte ça un petit peu plus tantôt. Puis, c'est ça, le Québec est là. Je ne sais pas exactement depuis quand, mais moi, la première fois que j'ai aperçu, en tout cas, des fonctionnaires du gouvernement de Québec, c'était hier à un événement. Donc, j'imagine que ça arrive hier, avant-hier, dans ce coin-là. Donc, ce matin, on a vu justement un événement de la SNAP Québec.
qui avait plusieurs représentants. C'était quand même c'était bien dans le sens qu'il y avait des représentants du Québec, mais il y a aussi d'autres représentants d'autres endroits. Donc ça, c'était le fun quand même de voir un échange là, qui ne soit pas juste Québec. Donc c'était vraiment cool. Puis ça portait en fait sur les causes sous-jacentes de la perte de biodiversité. Donc on parle à ce moment-là des facteurs indirects de la perte de biodiversité. Donc on va parler à ce moment-là des facteurs qui sont anthropiques, qui sont humains. Donc, dans la façon dont on organise la société, l'économie aussi, le mode de production, et ainsi de suite. Puis, sinon, quelque chose qui a été beaucoup abordé, c'était le fait de remettre un peu en question les indicateurs qu'on utilise, en fait, de manière générale, parce que souvent, on met de l'avant le PIB, le produit intérieur brut. Puis là, il y a une réflexion qui commence à s'amorcer par rapport à est-ce que c'est vraiment cet indicateur-là qui est le meilleur? Est-ce que c'est lui qui va respecter la biodiversité? Puis aussi les humains, puis notre bien-être, ainsi de suite. Donc, il y a quand même des exemples là, qui émergent dans le monde par rapport à ça. Pensons au Bhoutan, par exemple, il y a le BNB, qui est Bonheur National Brut, si je ne me trompe pas. Donc, il y a quand même des initiatives comme ça et c'est une des revendications, disons, là, qui est portée quand même par la société civile québécoise. Donc, c'est quelque chose qui a été abordé. Puis, il y a même eu la présidente de la COP, ici, là, de la COP 16, qui est venue à cet événement-là, qui portait sur les causes sous-jacentes, sur l'appel de Montréal qui a été lancé à la COP 15, puis qui là, se transfère ici à Cali. Donc, il y a quand même des concepts qui ont été abordés, entre autres celui du, on dit en espagnol, buen vivir. Donc, ça, c'est une approche qui se veut plus holistique, qui veut être en harmonie avec la nature. Et donc, qui est un peu moins anthropique, là, si on veut, un peu moins l'humain séparé de la nature, mais plus de se dire, on fait partie de la nature, finalement. Et ça fait partie de notre bien-être aussi. On n'est pas détaché de la nature, on en fait partie. Donc, ça a été super intéressant de voir vraiment différents panélistes par rapport à cette discussion-là. Oui, c'est ça. Il y avait vraiment plusieurs intervenants. C'est quand même une très belle activité. Je pense qu'il y avait, je ne sais pas, une soixantaine de personnes dans la salle. On a eu environ de 6, 8 intervenants du Québec, du Canada, de la Colombie. Et justement, il y avait un chercheur colombien, je n'ai pas noté son nom. Oui, Arturo, mais pas son nom de famille. Mais c'est quelque chose qu'on pourrait chercher après et vous partager si ça vous intéresse, parce que c'est vraiment une personnalité quand même très, très intéressante quand on parle de protection de la biodiversité ici en Colombie. Et j'ai pris quelques notes parce qu'il y a quelques phrases qu'il a dit que ça m'a marqué. Donc, mais lui, en fait, en général, c'est ce qu'il disait, parce que les slogans pour la COP 16, c'est faire la paix avec la nature. Donc, lui, c'est ce qu'il disait que pour faire la paix avec la nature, en fait, c'est ce qu'il faut, c'est de changer les structures. Ça, on le sait très bien, je pense. Donc, quand on parle de changer les structures, on parle de sortir des paradigmes économiques traditionnels et de faire, bien sûr, des changements transformateurs profonds. Donc, en quelques mots, c'est ce qu'il disait, c'était bon, voilà. Pour faire tout ça, c'est ce qu'il faut faire, c'est de sortir du système capitaliste qui est présent, omniprésent, ici en Colombie, au Canada, au Québec, comme partout dans le monde. Donc, il disait aussi qu'il faut sortir de ce lexique-là où on dit on vit dans un monde globalisé. Parce qu'en fait, c'est pas vrai. Il y a plusieurs mondes ici à l'intérieur. Donc, ça veut dire qu'il y a plusieurs réalités. Donc, et peut-être une dernière phrase qui m'a beaucoup interpellé de chercheur, de Arturo. Je vais le lire d'abord en espagnol. Merci, David. Arturo Escobar, anthropologue de l'Université del Valle en Colombie. Si vous voulez faire des recherches, vraiment, ça vaut tout à fait la peine. Lui, il avait dit en espagnol, après je vais faire la traduction, lo viejo está muriendo y lo nuevo no tiene el tiempo de nacer o desarrollarse. C'est-à-dire à l'heure actuelle, quand on parle de nature, ce qui est vieux, ce qui est traditionnel est en train de mourir et ce qui est nouveau n'a pas le temps de naître et de se développer. Donc, c'est quand même une réflexion et malheureusement, c'est la réalité. Et je pense que c'est pour ça qu'on est ici à la COP pour essayer de changer les choses, n'est-ce pas? Bon, donc, on pourrait parler plus de temps sur l'activité de l'ESNAP Québec parce que c'était vraiment
très intéressant, mais là, je vois le temps filer. Donc, j'aimerais quand même présenter très, très rapidement les activités qui vont avoir lieu demain à la Journée Québec. Donc, je pense que ça commence à 10 heures, ça finit à 18 heures, donc c'est vraiment pour toute la journée. Il y a plusieurs acteurs, actrices de différents secteurs du Québec qui sont présents ici à la COP et qui vont participer dans la programmation. Donc, le gouvernement du Québec a organisé ça comme en 4 blocs. Le premier, éducation et communication. D'ailleurs, David Roy, qui vient d'arriver ici à Cali, il va justement participer à un dialogue très intéressant, il me semble, David, parce que tu vas échanger avec l'association colombienne presque de la biodiversité, si je ne me trompe pas. Et oui, c'est ça, voilà, merci. Donc, Confirmation. ouais, on a la confirmation avec son cœur. Et si je ne me trompe pas, David, tu vas parler justement comme de l'importance de mobiliser les acteurs pour renforcer et pour accroître la sensibilisation et l'éducation quand on parle de la protection de la biodiversité. Quelque chose de très intéressant. Le deuxième bloc, gouvernance et leadership. Un troisième bloc aussi, économie et finances. Là, de mémoire, je pense qu'il va y avoir aussi un panel. Je pense que tu mentionnais ça tout à l'heure, Laura, un panel sur les indicateurs de biodiversité, mais des indicateurs justement pour les investisseurs du Québec. Et donc, dans cet échange-là, dans ce panel-là, il va y avoir un représentant de la SNAP Québec, il va y avoir quelqu'un aussi des fonds d'action, et d'une autre organisation dont je ne me souviens pas en ce moment-là. Et un quatrième bloc, le bloc lié aux enjeux de la société civile. Donc là, par exemple, il y a une ONG québécoise qui s'appelle Avocats sans frontières, qui va présenter en fait un cas d'une communauté ici en Colombie, une communauté en fait qui lutte depuis plus de 20 ans pour protéger leurs rivières, donc qui porte en fait le nom de Anchikaya. Donc, Avocats sans frontières va présenter ce cas-là. Et nous, quand je dis nous, Laura et moi, et la COSI, et nous, on organise une activité en après-midi à 5 heures, hors de Cali, mais qui ne sera pas diffusée malheureusement. On va essayer de faire quelques petits enregistrements, mais on verra si c'est ça. On verra si on serait capable de faire ça. Mais on organise un panel avec des partenaires des Sud Global, c'est-à-dire on va voir des partenaires de la société civile et des groupes autochtones de l'Amérique latine, de l'Afrique et du Québec aussi. Donc là, par exemple, quand je parle de l'Amérique latine, on va voir la participation de la coordonnatrice générale de COICA. COICA est la plus grande organisation autochtone au monde qui est basée en Amazonie. On va voir aussi une personne qui vient d'un réseau qui s'appelle Latindad. C'est un réseau de l'Amérique latine en matière de justice climatique, justice économique et justice sociale. Et aussi un partenaire du Burkina Faso qui se spécialise dans l'agroécologie. Et du côté du Québec, on va voir Diego Kramer qui travaille pour le SNAP Québec. Donc, c'est ça, c'est une programmation quand même très, très intéressante. Oui, exact, c'est une grosse programmation quand même. Puis moi, hier, de mon côté, j'avais vu, dans le fond, j'ai réalisé que le gouvernement du Québec est arrivé parce que j'ai croisé, en fait, Jean Lemay du gouvernement du Québec, qui était un side event, donc un événement parallèle. C'est l'émissaire au au changement climatique du gouvernement du Québec. Ouais. Il me semble que c'est sorti, ma mémoire est bonne. Donc, c'est ça, il y avait un panel dans lequel il était qui parlait du rôle des gouvernements internationaux, là, dont le Québec, donc les provinces, les villes, les États, on peut penser aux États d'États-Unis, ainsi de suite, du Brésil, etc. Donc, il était là, puis il a introduit en fait le panel, puis par après, il y avait différents panélistes de différentes régions dans le monde, donc différents gouvernements internationaux, qui partageaient quels étaient leurs défis, quelles étaient les opportunités aussi qu'ils rencontraient pour l'action à ce niveau de gouvernance-là. Puis, évidemment, en but de mettre en place, de mettre en œuvre, en fait,
le cadre mondial de biodiversité qui a été adopté à Kunming-Montréal. Par contre, vu qu'il a introduit le panel, j'ai malheureusement pas entendu quelles étaient les opportunités et les défis du Québec. Mais c'était à l'introduction, mais je me doute que demain, c'est quelque chose qui va être abordé, là, sans doute, à la Journée Québec, donc j'ai bien. Puis sinon, ben, il va y avoir un sommet des gouvernements internationaux dimanche, je crois, si je ne me trompe pas. C'est la 7e édition quand même, donc c'est quelque chose qui se fait là, depuis quand même plusieurs années. Où il y a plusieurs gouvernements internationaux qui se rejoignent. Normalement, ça se passe en même temps que les COP, là, ils vont coïncider pour ne pas faire déplacer deux fois le monde, etc. Donc, ça va se passer cette fin de semaine. Puis, il va y avoir, si je me trompe pas, aussi une réception du Canada cette fin de semaine. Donc, j'imagine, pour ma part, je n'ai pas encore croisé, mis à part des négociateurs, là, des représentants de la délégation canadienne du Parce que gouvernement. ça va être comme la deuxième semaine où bon, Ouais, c'est ça. Donc, j'imagine qu'ils arrivent pour la réception, puis il reste la deuxième semaine, là, vu que je pense qu'il y a d'autres éléments du Canada la semaine prochaine. Donc, sinon, on peut peut-être rentrer dans les négos. Donc, juste pour mettre en contexte, là, il y a vraiment beaucoup de négos qui se passent en même temps dans plein de salles différentes. C'est pas toujours facile d'accès non plus. Nous, à date, on est chanceux, on a toujours pu rentrer dans les salles de négociation auxquelles on voulait rentrer. Mais des fois, ben, les salles sont pas nécessairement énormes, là, ça dépend des salles. Puis, quand on rentre, en fait, il y a évidemment les négociateurs des différents pays, là, les délégations qui négocient au centre. Je t'explique un peu s'il y en a qui sont jamais allés. Puis sinon, ben, alentour, il y a plein de chaises. Donc, c'est là que les observateurs, les différents membres de la société civile peuvent s'asseoir et quand même observer qu'est-ce qui se dit dans les négociations, qu'est-ce qui se passe, quelle est la dynamique. Et évidemment, vu qu'il y a, je ne sais pas combien exactement là, mais plein de négociations en même temps, ben, selon les intérêts de chacun, ben, on va plus à une négociation ou à une autre. Donc, c'est ça, nous, on est allés hier matin, oui, c'est ça, à une négociation qui était sur la mobilisation de ressources financières. Donc, ça a pris quand même, pour un paragraphe, là, nous, on est Cinq restés... lignes, 5 Ouais, lignes. 5 lignes, ça a pris 2 heures. Puis c'est pas fini. Ils ont dit, bon, là, ça traîne trop. On va reporter à demain. Et quand on va tout, ça être, ben, pas calmé, mais en tout cas, juste revenir la tête un peu plus fraîche, disons. Puis entre nous, on peut se le dire, d'après moi, c'est parce qu'il va y avoir des discussions de couloir. C'est comme ça que ça marche aussi des fois quand il y a une impasse. Mais c'est parce qu'en fait, les paragraphes en question, justement, ils parlaient de l'importance d'accroître les niveaux de financement et de la reconnaissance de la responsabilité des pays du Nord et de l'octroi du financement, des nouveaux financements vers les pays du Sud. Exactement. Donc, C'est leur clash. exact. C'était un grand clash quand même, nord-sud, là, disons, là, si on veut. C'est quand même important de spécifier le nord et le sud, là, si on veut appeler ça comme ça. C'est quand même pas homogène. Là. Ça veut pas dire que tout le monde du nord, ben, tout le monde, tous les pays du nord pensent de la même façon. Ça veut pas dire que tous les pays du sud pensent de la même façon. Mais grosso modo, là, grossièrement, je veux pas dire qu'absolument tous les pays, c'était pareil. Mais on voyait quand même une bonne tendance, le nord versus sud, là, en général. Ouais. Donc, c'est très tangible. Et en fait, disons, le pays là, qui portait le flambeau là, pour empêcher que la responsabilité des pays du Nord soit la plus reconnue, ben, c'était le Canada qui levait le plus souvent là, son carton. Et si tu me permets, chaque fois que le Canada prenait la parole pour bloquer les négociations, l'État qui appuyait tout de suite après, c'était la Russie. Ouais. Puis après, la Suisse, absolument. C'était comme les trois, là, que c'était comme tout le temps. Je ne sais pas si c'était coordonné avant ou pas, peut-être que oui, peut-être que non. Mais dans tous les cas, c'était comme les trois qu'il y avait pas mal tout le temps la même position. Sur ce paragraphe-là, en tout cas, ça a pris 2 heures juste un paragraphe, là, donc je ne sais pas les autres paragraphes, qu'est-ce qui s'est passé, puis c'est pas fini en ce moment, évidemment. Mais c'est ça, les négociations, là, c'est vraiment le nerf de la guerre là, en ce moment. Il y a le financement, disons, de manière générale, public là, des États. Mais il y a aussi un mécanisme de financement qui est prévu pour le partage de ressources génétiques aussi. Donc, ça, c'est une autre négociation qu'on observait un petit peu ce matin, mais vraiment rapidement. Là, donc, on n'a pas pu voir trop le détail. Mais dans l'heure qu'on est resté, ils n'ont pas fini. Je pense qu'il y avait 3 lignes. Là, Non, c'est vraiment très inquiétant parce que normalement, c'est ce qu'on connaît un peu des dynamiques de COP. La première semaine, ce sont comme les négociateurs des pays qui essaient d'avancer le plus possible le texte.
Et la deuxième semaine, là, normalement, il y a comme les ministres qui arrivent et qui valident, qui prennent des décisions finales. Ben, cette fois-ci, on est déjà à la quatrième journée. Hier, on a passé 10 heures juste pour un paragraphe. On voyait les clashs très forts, Canada, Suisse, Russie, du côté des pays du Sud qui ont pris la parole et qui ont dit des choses vraiment très intéressantes. On avait l'Argentine, le Mexique, Brésil, Sénégal, Tanzanie, Philippines. Mais bref, c'est très complexe. La façon comme il a été mené les discussions aussi dans la salle hier, c'était aussi très tendu. On sentait l'ambiance vraiment très lourde. Et je pense que la présidente de cette négociation en particulier, elle a voulu comme dire, bon, écoutez, on a déjà passé presque ou même plus de 12 heures sur un seul paragraphe. Il nous reste, je ne sais pas combien d'articles, mais il y avait vraiment encore beaucoup, beaucoup de contenu. Donc, elle a dit, on laisse ça comme ça et on continue. Mais le laisser juste ça comme ça, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, comme Laura l'a mentionné, et c'est ce qu'on échangeait hier pendant que la négociation se déroulait, on disait comment, c'est parce que peut-être ils vont discuter ça comme de façon un petit peu En plus coulisses. privée, comme en coulisses. Et en plus, quelque chose qu'on a vu ce matin et que ça a peut-être confirmé cette idée-là de que peut-être les négociations vont se faire en coulisses. C'était ce matin, on est arrivé dans les lieux de la COP et normalement, il y a comme des écrans où là où on voit comme toutes les activités, les négociations qui vont avoir lieu dans la journée. Donc, il y avait les négociations qui sont inscrites, ben, les négociations, la poursuite des négociations d'hier, avant-hier, etc. Mais à côté, ce qui disait, ce qui était indiqué, c'était que les salles sont fermées. Ce sont des négociations en privé. Donc, c'était quand même un peu bizarre. Sur l'application est indiqué que c'est ouvert, c'est-à-dire que les observateurs peuvent y aller. Mais là, sur les écrans, sur les lieux de façon officielle, il dit que ce sont des négociations privées. Donc, c'est quand même très inquiétant ce point-là. C'est pas très clair, mais c'est quand même une pratique là, qui arrive. C'est pas la première fois là, où ça arrive. Là. C'est pas nouveau, là, disons. Là. Mais c'est pas clair, vu qu'il y a quelque part, ça dit que c'est fermé, à l'autre, ça dit non. Fait que, là, il y a des négociations, si je ne me trompe pas, qui recommencent à 3 heures. Donc, on va essayer de rentrer dans une négociation, voir Ouais, c'est quoi qui est vrai là, entre les deux, parce que c'est pas très clair en ce moment. ouais, pour vrai, c'est vraiment très, très intense comme des négociations. Les plages horaires, c'est comme 3 heures de négociation, une pause, on poursuit l'après-midi. Donc, c'est ça, nous, on va essayer d'aller là tantôt juste pour avoir une idée où est-ce qu'on est rendu, par exemple, avec les négociations qu'on a suivies hier. Donc, bref, c'est quelque chose à suivre. Donc, comme on disait au début, c'est très intéressant l'approche de la présidence de la COP 16, la COP des peuples, la COP des gens, le fait que les discussions, les propositions qui vont émaner de la zone verte vont arriver ici. Mais dans la pratique, Ça reste à voir quand même. ça reste C'est à un voir. très beau pari, là, que ce soit la Coupe des gens. Puis on voit vraiment les efforts. Là, juste le fait que la zone verte ait autant de résonance, le fait qu'il y ait plein de monde qui ont des accréditations, qui vont à la zone verte, qu'il y ait des discussions super importantes aussi, parce qu'il y a des side events, donc des événements parallèles qui se passent ici à la zone bleue, mais il y en a aussi qui se passent à la zone verte. Avec des acteurs gouvernementaux aussi, là, pas seulement de société civile. Donc, tout, c'est super intéressant que ça se passe aussi en zone verte. Mais après ça, Ouais, ouais, ouais. comment ça va se rendre ici par après pour la négociation, ça reste à voir là, quand même. Puis en fait, moi, je pense que le meilleur moyen, disons, pour que ça se rende au terme de négociation ici, puis c'est un peu la raison de pourquoi il y a des débriefages, là, je pense, c'est que c'est important que la société civile soit au courant parce qu'après ça, qui peut faire de la pression sur les joueurs qui bloquent peut-être un peu plus certaines questions. Là, on a parlé de financement, mais il y a plein d'autres questions là, desquelles on pourrait parler, là, bien évidemment. Ben, c'est la société civile de chaque pays là, qui peut faire de la pression pour ça. Donc, D'ailleurs, on a une question de Marie-Audrey de Nature Québec. Êtes-vous surpris de cette attitude du Canada lors des négociations sur la responsabilité des pays du Nord? je pense que ça a quand même ressorti dans des négociations par le passé. Je veux dire, si vous lisez, là, si vous connaissez le ENB, là, le Earth Negotiation Bulletin, de ISD, par exemple, eux, ils font chaque jour, quand même détaillé, là, c'est quoi qui s'est passé dans les négociations, un bulletin. Puis c'est vraiment écrit noir sur blanc, quel pays a eu quelle position, du moins les plus grosses positions, là. Pas chacune, parce qu'on ne connaît jamais, là, mais comme les gros blocs, disons. Puis c'est écrit, là. Donc,
pour avoir lu plusieurs ENB là, de l'ISD, je suis pas étonnée parce que j'ai vu que c'est quand même une position relativement récurrente là, du Canada. Par contre, c'est ce que j'ai remarqué hier, c'est quand même, c'était le Canada qui prenait le lead. Oui, ça c'est vrai. Il y avait c'est ça. Parce que ça m'a pas étonné la position vu que c'est arrivé par le passé. Mais personnellement, c'est la première fois que j'assiste à une négociation sur le financement. Personnellement, je n'étais pas allée aux 2 dernières fois par la négociation pile sur le financement. Ça donne qu'on est arrivé à un paragraphe charnière, là, vraiment intense. Mais c'est ça, je ne savais pas à quel point le Canada prenait le leadership sur ça ou pas. Est-ce que c'est un cas isolé? Je ne sais pas. C'est la première fois que j'observe cette négociation-là. Donc, je ne saurais pas dire si c'est tout le temps le Canada qui prend le leadership là-dessus ou pas. Mais cette fois-ci, ça avait l'air d'être un leadership appuyé par la Suisse. Une chose certaine, c'est que c'est sûr que ça a attiré beaucoup notre attention et on va suivre, on va essayer de suivre dans la mesure du possible ces négociations-là. Donc, on va pouvoir partager aussi ce genre d'informations après au retour au Québec. Mais Laura a mentionné là tout à l'heure aussi un point dont je voulais partager quelques informations additionnelles. Non, 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 c'est parfait. C'est justement la particularité de cette COP-là et la participation de la société civile. Une participation vraiment très, très importante, tant dans la zone bleue. La zone bleue, c'est la zone officielle où il y a les négociations et que seulement avec un badge, on peut entrer. Donc, une présence très importante de la société civile, des groupes autochtones et aussi dans la zone verte. Donc, on voit clairement dans les salles de négociation, en tant qu'observateur, tu vois vraiment la présence de la société civile, des groupes autochtones. Et c'est vraiment très, très marquant. Un autre élément très marquant, et peut-être c'est aussi dû au fait que la COP a lieu en Colombie, un pays où il y a une partie de l'Amazonie. Donc, l'importance de la protection de l'Amazonie, on l'a vu dans plusieurs activités, quelque chose de très intéressant parce que et c'est surtout des discussions qui sont mises de l'avant principalement par des groupes autochtones. Donc, et quelque chose de très inquiétant qu'ils disent, c'est, hey, il faut agir, mais il faut agir très rapidement pour éviter les points de non-retour. Donc là, les groupes autochtones, et c'est très facile. On peut voir sur les informations qui sont disponibles. Si vous cherchez Nouvelle Amazonie, là, vous allez voir qu'à l'heure actuelle, c'est vraiment terrible la situation en Amazonie, des incendies. Est-ce que tu étais hier avec moi dans les panels où il y avait une représentante autochtone qui disait que seulement en cette année-là, on est au mois d'octobre 2024, il y avait eu plus de 800 incendies. Tu te rappelles? Non, j'étais pas là. Tu n'étais pas là. Je vais chercher la bonne chiffre, je ne l'ai pas avec moi à ce moment-là. Peut-être là tantôt pendant la période de questions. Mais c'était quelque chose, c'est un chiffre vraiment très, très alarmant. Donc, il y a toute cette mouvance-là de la société civile et autochtone de l'Amérique latine pour dire c'est important de protéger l'Amazonie, c'est important de financer les groupes qui se trouvent dans la première ligne de protection de l'Amazonie, notamment les groupes autochtones. Et ce qu'il disait aussi, c'est le financement est clé, mais le financement doit arriver sans intermédiaire, de façon directe, et ça doit être un mécanisme simple. Ils disent oui, parce que c'est très beau, tout le monde, dans les dernières COP, on parle de l'important, les financements pour l'Amazonie, tout ça, mais les financements n'arrivent pas. Les financements n'arrivent pas. Et je pense, et je vais te donner la parole, je pense que j'avais fait une note ici, il parlait comme ah oui, les groupes autochtones disaient qu'à l'heure actuelle, en fait, le gros problème, c'est qu'il y a des barrières colonialistes quand on parle de financement pour l'Amazonie. Puis, il y avait aussi, je ne sais plus exactement dans quel contexte, mais je pense que c'est un panel, mais je ne sais plus lequel exactement. Je pense que c'était un qui faisait le lien et comparaison un peu sur la COP climat, la COP biodiversité, aussi les conventions, un peu c'est quoi les synergies, disons, puis
les défis aussi de chacun, puis comment est-ce qu'on peut s'inspirer des bons coups, disons, de la COP climat et comment ne pas répéter les mauvais coups. Puis, une chose qui était soulevée, je pense que c'est une conférence, puis c'était que la seule COP, en fait, si on pense à celle de climat, de biodiversité, celle de désertification aussi, qui est encore moins connue que celle de biodiversité, c'est une COP 16 là, qui a lieu en décembre, puis qu'on en parle encore moins. C'est une autre COP en moment. Puis ce qui était dit, c'est que la biodiversité, c'est la seule qui n'a pas son propre mécanisme de financement, qui passe encore par le GEF, là, qui est le FEM en français, là, le Fonds mondial, si je ne me trompe pas dans mes sigles, tandis que les autres ont leur propre fonds. Donc, bon, ça, c'est aussi une revendication de certains groupes. Donc, en tout cas, à voir. C'est pas quelque chose qui va se régler en une coupe, là, à mon avis. Là. Donc, à voir quand même qu'est-ce qui va sortir de ce côté-là. Puis sinon, tant qu'à parler de biodiversité, climat, je fais un petit peu là-dessus. Parce qu'il y a beaucoup d'événements qui essayent de faire le lien entre les deux. Vraiment, là, j'ai été surprise à quel point il y en a. Puis ils essaient de dire, là, ça n'a pas de sens qu'il y ait tout le temps une COP qui parle de ça, une COP qui parle de ça, une autre COP qui parle de ça. Il y a une nouvelle COP qui va avoir lieu aussi pour la biodiversité en haute mer. Donc là, on va être rendu à 4 COP là, dans pas si long. Là. Ça fait beaucoup de déplacements. C'est quand même complexe. C'est des questions qui sont interreliées ici. Là. Donc là, ce qui était dit, c'est que si les négociateurs ou les gouvernements ne se parlent pas de OK, en climat, on fait ça, puis en biodiversité, on fait ça, ben ça peut être compliqué. Là, ben, ça l'est déjà, en fait. Donc, ça peut juste être encore plus si on ne met pas des ponts là, en tête. J'ai trouvé ça intéressant parce qu'il y avait une conférence de presse où il y avait vraiment une solution qui était proposée. Évidemment, je ne dis pas que c'est la solution miracle, c'est juste que je trouvais ça fun qu'il y ait au moins quelque chose qui était proposé là, de tangible pour régler un peu ça. Puis, en fait, ce que l'organisation proposait, c'était qu'il y ait un organe subsidiaire qui soit commun au COP climat et à la COP biodiversité pour que ça fasse tout le temps le lien entre les deux, même pendant les COP, entre les deux dossiers. Donc, en tout cas, je dis pas que ça va être mis de l'avant. Je ne sais pas à quel point c'est dans la négociation et tout ça. Je pense que non. Mais je trouvais quand même le fun qu'il y ait cette considération-là puis qu'il y ait des groupes qui le poussent là, parce qu'il y a vraiment beaucoup de side events qui portent là-dessus. Il y a même un groupe de travail, là, si je ne me trompe pas, je l'ai vu passer là, dans les écrans. Là, sur le site de la COP qui essaie de faire les liens entre les deux et de travailler un peu plus en synergie parce que c'est très silo jusqu'à présent. Peut-être juste pour terminer, je parlais là tout à l'heure sur l'Amazonie, la mobilisation très importante qu'il y a en ce moment ici de la société civile et des groupes autochtones. Si ça vous intéresse, si vous voulez poser un geste, passer à l'action, je vous invite, je viens de mettre dans le chat une pétition initiée par la COICA, les groupes autochtones dont je parlais tout à l'heure. Donc, justement, c'est une campagne qui s'appelle Protégeons les 80% de l'Amazonie d'ici 2025, c'est-à-dire d'ici demain. Donc, si vous voulez poser un geste, je vous invite vraiment à cliquer dans l'hyperlien, de le signer. Et nous, à la COSI, on a la chance de collaborer avec la COICA, avec cet organisme-là. Donc, on va diffuser dans les prochains mois beaucoup d'informations autour de cette campagne-là. Donc, si ça vous intéresse, restez à l'affût et visitez aussi le site web de la question. Donc, ben, je pense qu'on a fait le tour des choses qu'on voulait dire. Ben, c'est sûr qu'on aurait pu parler plus de temps, mais il y a on plein voulait... d'anecdotes. Ah oui, les anecdotes, on ne va pas les dire là tout de suite. Mais on aimerait quand même garder quelques minutes si vous avez des questions, des commentaires, des réactions. Pas pantoute. Est-ce que c'était intéressant, ce qu'on a partagé? Oui, c'est super intéressant. Puis Marie-Audrey avait partagé une autre question. Je peux la relire pour vous. Ça a été demandé, est-ce que vous pensez qu'il y a un lien à faire... ben, vous parliez là, c'était quand vous parliez un peu du Canada là, et dans les négociations. Est-ce que vous pensez qu'il y a un lien à faire avec le contexte politique actuel au Canada? C'est très sensible. Ben, en tout cas, moi, je sais pas, c'est sûr que ça joue beaucoup, c'est sûr. On sait qu'il va y avoir probablement des élections qui vont se déclencher très bientôt. On suit les nouvelles, on sait un peu les tendances et tout ça. Donc, c'est sûr que le contexte est très incertain. Après, les négociateurs, je ne sais pas non plus, je ne connais pas moi personnellement un peu les directrices principales du gouvernement actuel pour les négociations. Mais c'est sûr que le contexte
politique locale au Canada et le contexte international influencent beaucoup aussi les négociations. Ouais, exact. Puis je pense que c'est pas anodin que là, comme Martin a dit, les élections ne veulent pas, ça va pas nécessairement être déclenché dans un mois, là, mais je veux dire dans la prochaine année environ, là, peut-être. Là. Donc, c'est quand même relativement proche, là, disons. Donc, je me doute que ça commence à influencer déjà, même si c'était dans un an, je pense que ça commence déjà à influencer. Puis, c'est pas anodin qui est dans les plateformes électorales pour l'instant. J'imagine qu'elles vont être révisées et bonifiées tout ça d'ici à ce que les élections commencent officiellement et tout. Euh, mais il n'y a pas beaucoup d'environnement dans les plateformes. Si à un moment donné, vous avez du temps à tuer, puis c'est le temps d'aller voir les plateformes électorales, en ce moment, il n'y en a pas beaucoup. Fait que je pense que ça a une influence quand même, là, que l'environnement est un peu en recul comparé à ce que ça a été aux élections dernières et même à celles d'avant. Donc, je pense que ça se reflète forcément dans les priorités là, ici à la COP. D'autres commentaires, questions, réactions? Si Ça personne va? d'autre a une question, moi, j'aimerais bien en poser une. Ben oui. Vous avez parlé beaucoup, tu sais, il y a quand même beaucoup d'événements faits par le Québec, quelques événements organisés par le Canada. Je ne sais pas si c'est peut-être trop tôt dans la COP pour demander ça, mais est-ce que vous voyez si vous avez l'impression qu'il y a une sorte de collaboration ou une compétition entre le Québec et le Canada? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez remarqué ou c'est juste c'est pas encore visible? Je ne sais pas si vous avez des opinions par rapport là-dessus ou quoi que ce soit. Ben, j'ai pas vu le Canada et le Québec interagir. Donc ça, je pourrais pas dire est-ce que ils sont en collaboration ou en compétition comme à la COP en soi. Je j'ai pas vu d'interaction à ce niveau-là. Euh, Mais j'ai par contre, l'impression... Oh, vas-y, pardon. par contre, le Québec, à chaque fois que je l'ai vu, ben, c'est sont arrivés hier. À ma connaissance, ils sont arrivés hier. Peut-être qu'ils étaient là avant puis je les ai pas vus, mais depuis que moi je les ai vus, je les ai jamais vus en même temps que le Canada. Ils ont tout le temps été séparés. Mais en même temps, le Québec, ça fait longtemps là, que sa propre paradiplomatie. Donc, c'est relations internationales, là, finalement. Là. Euh, donc, ça m'étonne pas qu'ils se présentent séparément. Il y a pas, tu sais, je pense pas avoir vu dans les visuels du Québec un logo du Canada et tout ça. Donc, je sais pas vraiment, ils se présentent vraiment à son image. Même dans les panels, ben, juste les deux que j'ai vus à date, ben, quand le Québec parle, il parle du Québec, il ne parle pas du Canada. Mais de là à dire qu'il a une tension puis qu'il est en compétition, je ne sais pas si j'aurais jusqu'à là. Seulement qu'il il se présente juste comme le Québec. Mais je pense aussi peut-être qu'on va pouvoir voir ça de façon un peu plus claire la deuxième semaine. Ouais. Parce que c'est vrai que les activités, comme les side events, les activités parallèles qui sont organisées par le Canada vont avoir lieu dans la deuxième semaine. Tandis que les activités organisées par le gouvernement du Québec, c'est la première semaine. Donc peut-être qu'on va voir, on va pouvoir constater s'il y a des tensions ou pas. Je pense plus à la deuxième semaine. Là, pour l'instant, comme Laura l'a précisé, on n'a pas vu des choses qui pourraient nous dire, ah oui, c'est vrai ou pas. Puis je pense qu'on va peut-être le voir aussi si, parce que c'est sûr qu'il y a une délégation québécoise aussi, là, gouvernementale aussi. Donc j'imagine que s'il y a des membres, ben, des fonctionnaires en fait qui sont ici et qui assistent aux négociations et qui sont au courant des mêmes choses que nous, et peut-être même plus, là, parce que comme je vous ai dit, il y a plein de négociations qui se passent en même temps. Si ces fonctionnaires-là voient des positions du Canada que le Québec, de sa position québécoise, trouve problématique, ben, si jamais il interpelle le Canada ou il fait une sortie, là, je sais pas, médiatique, en communiqué de presse, quoi que ce soit, disant cette position est problématique ou nous, au Québec, on va pas faire ça, on va plutôt faire ça, ben là, ça sera plus visible, mais pour l'instant, ça s'est pas vu. Puis on l'a pas mentionné, là, parce que c'est peut-être un petit peu technique, mais quand on dit que les textes avancent lentement, c'est parce qu'il y a beaucoup de crochets dans les textes. Quand il y a des crochets, là, ça veut dire que c'est pas sûr si on l'intègre ou pas. Ça veut dire qu'il y a un pays qui l'a proposé. Mais après ça, il faut qu'on passe au vote. Puis des fois, il y a des crochets, des crochets, des crochets qui s'accumulent avant qu'on passe au vote sur chacun des crochets. Des fois, voter sur un crochet, ben, ça efface les autres. En tout cas, il y a du back and forth. Désolé, je trouve pas le mot en français en ce moment, je suis excuse. Donc, c'est pour ça aussi, je pense que c'est peut-être pas le moment pour que le Québec se prononce ou quoi que ce soit, parce que vu que c'est entre crochets, il n'y a rien qui a passé, là, disons encore. Quoi qu'ils peuvent quand même se prononcer là, durant les crochets, mais je pense qu'il est trop tôt. Je ne sais pas si vous voyez à l'écran, même, non, je ne pense pas que vous le voyez. Voilà, là c'est mieux. Ce qui est en rouge, là c'est juste un paragraphe d'un article en lien avec la négociation sur le financement. Ce qui est en rouge, c'était comme des ajouts, des choses proposées,
dans un paragraphe, mais que finalement, ça restait juste un trait crochet. Donc, ça n'a pas avancé. Ce sont des négociations, une partie des négociations qu'on avait vues hier, mais juste pour vous montrer comme quoi, comme quoi c'est un processus très complexe, très lent, et on ne sait pas ce qui va se passer. C'est sûr et certain que ça devrait s'accélérer à partir du lundi prochain. Donc, c'est quelque chose qu'on va suivre de près. Puis, comme David a dit dans le chat, là, c'est exactement ça. Le Québec aussi il représente les gouvernements infranationaux. Donc, je pense que, si je ne me trompe pas, c'est Jean Lemay, en fait, qui porte la voix des gouvernements infranationaux à la CBD, donc la Convention là, de la biodiversité. Donc, il est là surtout pour porter cette voix-là là, au-delà du Canada. Si vous voulez voir un peu le lieu de la côte, là, c'est comme l'entrée principale. C'est là l'entrée. Un couloir. Juste ici, juste en bas, il y a justement des négociations très, très tendues qui se passent. En bas, il y en a en ce moment sur le partage des avantages de ressources génétiques. Ressources génétiques, là, c'est un mot très utilitariste, là, je veux dire, du même, mais c'est le vocabulaire qui est employé depuis 1992. Fait qu'on l'utilise encore. Mais c'est ça. C'est sur le partage des avantages qui découlent, dans le fond, de la biodiversité, disons, de ces gènes, de son ADN, etc. Là, si on pense, je donne un exemple de même, ben, pour inventer des médicaments ou des produits pharmaceutiques, etc., ben, ça prend cet ADN-là, ça prend ces ressources génétiques-là. Donc, il y a des discussions là, par rapport à ça. Puis, il y a un financement, un fonds qui devrait être fait par rapport à ça aussi, qui devrait être établi normalement. Puis, il y a un mécanisme pour partager les bénéfices. Puis, quand on dit bénéfices, c'est des bénéfices, oui, monétaires, mais des non monétaires aussi, parce qu'on peut, si on invente des médicaments avec ça, ben, c'est aussi des bénéfices qui sont non monétaires là, pour la santé individuelle. Voilà. Je pense qu'il y a peut-être une dernière question dans le chat. Amri qui demandait dans les négociations, est-ce que tous les pays doivent approuver pour validation ou c'est majorité absolue ou relative? En fait, c'est par consensus. Consensus ne veut pas dire unanimité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas tout le temps un vote à main levée, puis il faut qu'il y ait les 196, si je ne me trompe pas. 185, il ne faut pas qu'il y ait les 196 pays qui lèvent la main, là. Mais consensus, grosso modo, puis la définition n'est pas 100% claire là, dans la Convention non plus, mais grosso modo, ça veut dire qu'il ne faut pas qu'il y ait d'opposition majeure. Donc, il faut grosso modo que le monde s'entende. Mais il n'y a pas un vote à main levée là, habituellement qui se fait exactement. Mais techniquement, dans les règlements là, de la COP, c'est par consensus. Exactement. Dans le règlement, c'est par consensus. C'est ce qu'on a pu constater hier dans les négociations. Mais encore une fois, on a juste participé à une partie, une négociation très ponctuelle. Je ne peux pas parler comme une tendance, mais c'est ce que j'ai pu apercevoir hier dans cette négociation dont on a parlé. C'est quand même que les consensus, en fait, la voix de certains pays a plus de poids que d'autres pays. Ça, c'est vraiment très, très inquiétant, non? Parce qu'on le voyait très, très bien dans les négociations hier. C'est ce que disait un pays du Nord, était comme accepté tout de suite par la présidence, proposé dans les textes, mais c'est ce qui était dit par des pays du Sud. Parfois, c'était inclus dans les textes, parfois, ça passait juste comme un commentaire général. Donc, c'est... À un moment donné, je me suis mis à calculer là, parce que je me dis, voyons, c'est juste moi dans ma tête. Puis je me suis mis à calculer. Il y avait eu 3 interventions. Ben, c'était Canada, Suisse et Russie. Puis il y avait eu 6 interventions, je ne sais plus exactement quel pays, mais 6, donc le double, là, littéralement, de pays du Sud. Puis c'était quand même la proposition des pays du Nord qui avait été retenue. Puis je me disais, mais c'est quand même le double qui a dit le contraire, mais d'accord. Il y a même le négociateur de l'Argentine hier, Ouais. il a dit au microphone, Président, je ne comprends pas ce qui se passe ici, pourquoi mes commentaires ne sont pas reflétés, pourquoi mes propositions ne sont pas reflétées dans le texte. Je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe ici. Parce que vraiment, c'était frustrant, c'était une négociation vraiment très, très C'est difficile. visible. Pour dire que le Ouais. double dit le contraire, puis ça passe. C'est quand même l'autre qui passe. Mais oui, c'est ça. Le consensus n'est pas simple. Puis le consensus,
en général, ça mène aussi qu'on va. Puis c'est pour ça que souvent, les résultats des COP sont décevants, puis on se dit tout le temps, ah, mais on en veut plus, là. Parce que le consensus, ça mène à des compromis. Des compromis, ça veut dire qu'il n'y a personne qui a ce qu'il voulait exactement 110%. Là. Je pense pas qu'il y a personne qui sort sans. Peu importe le pays, là, je pense vraiment qu'il n'y a aucun pays qui sort 100% satisfait là, d'une COP actuellement. Parce que la quête de consensus avec les compromis, ben, ça fait en sorte que des fois, on va juste trouver le plus petit, le plus grand, je ne sais plus comment ça se dit, mais comme le dénominateur commun qui marche avec le plus de monde, mais qui n'est pas nécessairement le plus ambitieux, parce que c'est là qu'il y a souvent des divergences. Là. Puis les divergences, là, on parle de nord-sud parce qu'en financement, c'est vraiment flagrant. Mais j'imagine que dans d'autres thèmes, ben, c'est peut-être d'autres critères qui être nord ou être sud. Là. Il y a sûrement d'autres critères qui sont mis en avant à ce moment-là. J'ai vu une question aussi, Marie-Audrey, qui était posée dans le chat. Si on a une question sur le bachelor civil, est-ce que la reconnaissance des connaissances autochtones en tant que. Moi, j'ai pas vu. C'est sûr qu'il y en a, là, des négociations là-dessus. Mais on n'a pas suivi encore. On n'est pas tombé sur la salle. Non, mais vraiment, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en même temps. Ça a été abordé, par contre, dans la négociation qui est en bas, là, sur le partage des avantages découlant des ressources génétiques. Là c'est abordé. Mais comme je vous dis, on a resté 1 heure et il n'y a pas grand-chose qui a avancé. Là. Fait que je ne sais pas ça s'enligne beaucoup exactement. C'était drôle parce qu'il était écrit les partis devraient. Puis là, c'est en anglais, là, mais ça dit les partis devraient. Non, attends. Ben, c'est en anglais, je veux dire en anglais, juste parce que les verbes là, sont vraiment différents. Ça dit, est-ce qu'on a pris une photo? C'est. Ça dit les partis sont invités à ou will, should ou shall. J'étais comme, mon Dieu, c'est 4 verbes qui veulent absolument pas dire la même chose. Là. C'est vraiment pas le même niveau. Puis c'était proposé par 4 pays différents. Fait que là, tout le monde n'était pas d'accord sur est-ce que ça devrait être shall, qui est comme le plus contraignant, disons, ou sont invités à, ben là, c'est tranquille. Mais c'est super intéressant. Je ne sais pas s'il y avait peut-être une dernière question. Sinon, je ne sais pas si vous voulez faire un petit mot, une petite conclusion, mais encore une fois, avant que vous fassiez une conclusion, là, juste un gros merci. Super intéressant. Là. Merci de nous avoir partagé votre temps. Je ne sais pas si vous voulez faire une petite conclusion, sinon je peux juste conclure l'événement. Là. Peut-être un grand merci. Vraiment, ça nous a permis aussi de ramasser un peu nos idées, de les structurer. C'est sûr que du côté de la COSI, si ça vous intéresse aussi de suivre un petit peu plus ce qui se passe ici à la COP16, on va partager quelques informations sur les réseaux sociaux. Je sais aussi que l'équipe des Ateliers pour la biodiversité. Avec Atelier pour la biodiversité, on n'a pas encore commencé parce qu'on vient pas mal d'arriver, mais on va partir aussi là, un article qui se veut vivant, donc on va émettre. Je ne sais pas si à chaque jour, mais au moins un jour sur deux là, pour mettre des updates là, de comment ça avance, aussi avec des photos sur place et tout, pour rendre ça vivant puis sentir un peu qu'on est capable de le suivre même à distance. Et puis c'est important parce qu'il faut quand même que la société civile soit au courant. Parce que tout ça, on négocie ici à l'international, mais c'est après ça, chez nous, de retour à la maison, qu'il faut l'implémenter, qu'il faut le mettre en place. Donc, voilà. Merci beaucoup d'avoir participé. Super, ben merci beaucoup. Puis de mon côté, moi, je vais mettre dans le clavardage là, pour retrouver l'enregistrement de cet événement que je vais mettre en ligne sous peu, puis la page Facebook et LinkedIn, des dialogues en tant que tel. C'est le dernier événement de cette semaine, mais on a 5 autres événements mardi et vendredi prochain. Donc, je vous invite aussi là, à vous inscrire pour ça. Mais encore une fois, merci beaucoup à vous deux, puis merci aux personnes qui ont participé. C'était vraiment super intéressant. Là, puis, profitez de la COP et on se reparle prochainement. Merci beaucoup. Merci beaucoup, bonne journée. Merci beaucoup. Bye bye tout le monde. Oui.